Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, amis auditeurs, Radio M a le plaisir de retrouver ce matin M. Abdelrahman Ben Khelfa, consultant économique indépendant, spécialiste de la microéconomie, il a tenu à me le rappeler, et surtout ministre des Finances dans le gouvernement de M. Sellal jusqu'à il y a une année. M. Abdelrahman Ben Khelfa, bonjour. Bonjour, merci de me donner cette occasion. Merci d'avoir répondu favorablement. Monsieur le chef du gouvernement, le Premier ministre, le titre actuel à ce poste, c'est Premier ministre, Ahmed Yahya, a rappelé hier devant les sénateurs que la situation du Trésor était tellement tendue qu'il n'était pas certain qu'on puisse payer les salaires de novembre s'il n'y avait pas recours au financement non conventionnel. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur le ministre, c'est est-ce vrai ? Est-ce que la situation est aussi tendue ? On a parlé de, encore une fois, M. Yahya a parlé de 50 milliards de soldes à fin août et 350 milliards à la mi-septembre, ce qui est la limite, on va dire, inférieure pour assurer les engagements de l'État, notamment le budget de fonctionnement et le paiement des fonctionnaires. Oui, merci encore une fois de l'invitation. Je continue à faire mon métier depuis 30 ans, évoluer dans la micro. J'ai eu une belle opportunité, en remerciant le chef de l'État et le gouvernement de m'avoir permis de gérer dans l'équipe gouvernementale une situation dans laquelle le pétrole était à 30. Actuellement, il est à 54. Et même un peu au-dessus ce matin. Même un peu au-dessus, tant mieux. Là, et donc, une belle expérience. J'ai à rendre hommage au chef de l'État et à l'équipe gouvernementale. J'ai écouté en tant que citoyen, en tant qu'analyste économique, Saïm Duhir, dont je connais par ailleurs, les capacités de gérer des conjonctures difficiles. La situation est là, le budget connaît un déficit du budget doublé d'un déficit du trésor. Ça existe dans beaucoup de pays. La question, c'est est-ce qu'il est aussi dramatique que nous le dit Monsieur le Premier ministre ? Je ne voudrais pas. Ça, c'est une lecture officielle institutionnelle. Elle est dramatique. Il y a plus dramatique que ça. Un. Et deux, encore une fois, je voudrais rappeler que le budget n'est pas l'économie. Le budget, c'est le fonctionnement des services. C'est ce que dépense l'État. C'est ce que dépense l'État à partir de ses ressources fiscales, ressources pétrolières et ressources non pétrolières, enfin fiscalité pétrolière et fiscalité non pétrolière. Beaucoup de pays roulent avec moins de budget que ça. L'économie a ses ressources. Et vous êtes acteur depuis longtemps et je vous en remercie. Et le pays, depuis plus de 10 ans, mais encore depuis 2015, cherche au contraire à distancer l'économie du budget, de la commande publique, des ressources publiques. Et donc nous sommes sur cette voie avec un budget qui connaît effectivement une situation difficile, pour laquelle il y a une option souveraine qui consiste à financer par le non monétaire, par le non conventionnel. Quelles sont les limites ? Moi, j'avoue que je sais qu'en technique budgétaire, quand le budget est dans cette situation, on fait 3 choses en même temps. C'est ce qu'il fait. On contracte le budget, on limite le budget, on fait l'efficience budgétaire. On augmente des ressources qui sont des ressources fiscales sans augmenter la pression, donc on étend l'assiette fiscale. Et 3, effectivement, on traque la productivité, l'improductivité du travail, l'efficience budgétaire. On rentre dans ce qu'on appelle la rationalisation budgétaire. Monsieur Ben Khelfa, on va pouvoir dérouler les trois politiques de front que devrait mener le gouvernement Yahya. Mais en attendant, on va pas rester beaucoup longtemps sur ça, mais on a quand même envie de savoir comment on est arrivé là, parce que au moment où vous êtes arrivé au ministère des Finances, on était encore, c'est vrai que le pétrole n'était pas encore à $30, mais on ne pensait pas nous retrouver en 2017 à engager ce que vient d'engager le gouvernement, un amendement de la loi monnaie et crédit, on va en parler. Et on pensait qu'avec l'épargne domestique mobilisée, le grand emprunt national, vous étiez aux affaires quand il a été lancé, on pensait pouvoir passer avec les restes de FRR, peut-être un redressement du prix du pétrole, réduire le déficit et peut-être passer de façon plus confortable 2017. Ça ne s'est pas passé comme ça, pourquoi ?
Sincèrement, les solutions budgétaires sont des solutions dans la durée. On ne les fait jamais en une année. Vous faites bien de dire que c'est depuis 2014 qu'on a, j'allais dire, une descente des ressources, que les besoins et les ressources ne se croisent pas. Avant, il y avait même un excédent de ressources. J'ai vécu dans mon pays avec un excédent de ressources, puisque la Banque d'Algérie a fait de l'assèchement des ressources. À partir de 2014, les deux courbes n'évoluent plus dans le même sens. Les besoins étaient importants. Le trend pris par le pays en matière d'engagement budgétaire était important et les ressources reculaient. Bien sûr, en termes de stock de ressources, quand l'effondrement commence, il commence à un rythme important. Alors, reprendre une trajectoire budgétaire soutenable, voilà techniquement, c'est en même temps contracter le budget. C'est pour ça qu'il y a eu des trajectoires dessinées en 2016 sur 2017, 2018, 2019 et on voulait à tout prix rentrer dans la pluriannualité budgétaire. C'est contracter les budgets, c'est en même temps ramasser les ressources que dégage l'économie, mais prendre aussi des ressources exceptionnelles. Certains pays ont choisi l'endettement, nous avons choisi le financement non conventionnel. Mais ce n'était pas prévu de le faire dès cette année. C'est-à-dire, quand vous êtes, M. Belkhelfa, vous êtes l'architecte de la loi de finances actuelle, de 2017. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes vu un peu trop beau en pensant pouvoir financer le déficit que vous avez accepté dans cette loi de finances? Non, la trajectoire budgétaire était dessinée à partir de 2015, c'est vrai. Parce que dans le ministère des Finances, je ne voudrais pas parler en tant que ministre des Finances, mais dans le ministère des Finances, il y avait aussi de la prospective. Il y avait le ministère des Finances avec un département prospective et donc la trajectoire budgétaire était dessinée sur les 5 années à venir. Et dans les 5 années à venir, il fallait en même temps prendre des mesures exceptionnelles quand le déficit augmentait, c'est ce qu'on vient de faire, mais en même temps continuer avec la même lancée, avec le même cap. Vous avez parlé de l'emprunt obligataire, faire un deuxième, un troisième, un quatrième avec des taux différents. Est-ce que vous êtes satisfait justement déjà du solde du premier? On parle de 550 milliards de dinars. Est-ce que c'est le montant, M. Belkhelfa? On peut en parler aujourd'hui, ça fait une année que vous avez quitté le ministère des Finances. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt à 1000 milliards au bas mot? Non, il y avait ça dépassait les 500 milliards. Ça a été officiellement dit. Est-ce que c'était votre objectif? Parce que vous n'avez jamais voulu communiquer sur l'objectif. C'est le début, c'était l'objectif du gouvernement, ce n'était pas le ministre des Finances. Le gouvernement a permis de ramasser 500 milliards de dinars, plus que 500 milliards. C'était le début. Mais dans cette technique, c'est s'installer dans la durée. C'est faire en sorte que chaque année, à une période donnée, non seulement l'État, mais aussi les grandes entreprises publiques, les grandes entreprises aillent au marché, ramasser des ressources qui ne sont pas suffisamment bancarisées, que d'aller vers l'endettement bancaire ou d'aller vers le financement budgétaire. Donc le budget, le financement bancaire, le financement par le marché, côte à côte, il faut les mobiliser. Et je suis toujours dans cette conviction. D'ailleurs, c'est M. Hia qui maintenant nous dit la vérité économique dans ces termes et que je salue avec l'équipe gouvernementale, parle toujours de cela. Il dit le financement non monétaire est une médication conjoncturelle exceptionnelle, mais le financement de l'économie, c'est ce qui ressort de l'activité économique, la relance économique, la réactivation du marché, l'organisation des marchés, etc. Et donc les deux, et continuer à bancariser, la bancarisation et l'inclusion. Il y a beaucoup de capitaux qui sont en dehors des banques, il faut les bancariser par un moyen, par un autre. Moi, j'en appelle aussi à une ouverture du pays, parce que l'endettement extérieur, voilà. On va y arriver. Vous avez la feuille de route, on va parler de ça, mais auparavant, moi, je voulais savoir, quand vous étiez aux affaires, est-ce que, avec le recul aujourd'hui, avec les difficultés qui font que le gouvernement est obligé de recourir à ce procédé de financement non conventionnel dont on va parler plus en détail, avec cette alarme qui a provoqué un peu la panique sur le fait que le budget ne peut plus permettre de payer les fonctionnaires au mois de novembre si on n'a pas cet amendement qui permet de recourir au financement non conventionnel. Avec tout cela, est-ce que vous ne dites pas que déjà, lors de l'été 2016, il fallait faire une architecture de la loi de finances qui aille plus loin dans les réformes, qui peut-être revient un peu plus vers la vérité des prix pour certaines catégories, l'énergie, on n'est peut-être pas allé suffisamment loin, les tarifs des commodities. Est-ce que vous dites que vous, quand vous étiez aux affaires, vous auriez dû peut-être vous battre pour
faire en sorte que le déficit ne soit pas aussi important, parce qu'on se rend compte finalement qu'on a accepté un déficit qui n'est pas finançable. Enfin, encore une fois, je ne veux pas focaliser sur l'action de Ben Khalifa, c'est l'action gouvernementale et j'en suis fier pour ce qui a été fait. Mais Vous dites on n'a pas fait assez? La même médication, la même thérapie continue, elle est d'actualité. En même temps... On a perdu une année depuis. Beaucoup de pays ont perdu plus. Beaucoup de pays sont en récession. Attention, nous avons un stock infrastructurel, nous avons un pays qui s'est développé, nous avons mis de l'argent dans la prospérité sociale, nous sommes un pays, nous avons encore une couverture de nos échanges extérieurs, nous avons un pétrole qu'on pensait à 35, qui est à 54, nous avons quand même les moyens d'un confort par rapport à d'autres. Mais les thérapies économiques sont essentielles. Les thérapies financières sont conjoncturelles. Et donc, continuer dans la voie qui consiste à bancariser les ressources qui sont dehors, à inclure les ménages, à ouvrir les banques, à chercher des capitaux neufs, même pas simplement par l'endettement, par l'investissement. Le pays a une attractivité de ressources, y compris par l'investissement, qu'il faut qu'il mobilise, l'interne et l'externe. Et donc, dans la voie de l'emprunt, dans la voie de l'inclusion fiscale, de la conformité fiscale, de la régularisation fiscale, etc., tout ça, ce sont des instruments qui peut-être vous ont semblé être mis entre parenthèses, mais ce sont des instruments réels et pour lesquels nous avons non seulement la conviction, mais ce sont des instruments qui permettent de faire de l'ajustement économique par des moyens économiques et pas simplement par des thérapies financières. D'accord. Alors, parlons quand même de la thérapie financière, parce que c'est de celle-là qu'il s'agit en ce moment. C'est ça qui domine dans l'actualité, c'est ce fameux amendement de la loi monnaie et crédit. Alors, vous dites... on vous a senti un peu mitigé sur cela. Vous dites, dans la situation du déficit actuel, il faut recourir à cela parce qu'il y a des solutions d'urgence qu'il faut avoir. Mais en même temps, on sent le spécialiste de la microéconomie qui est prudent et qui dit que ce mécanisme-là, il faut bien le contrôler. On dit un mot sur le mécanisme. C'est, avec cet amendement qui devrait passer à l'Assemblée nationale, puisque la majorité a déjà voté le plan d'action du gouvernement, donc on peut supposer qu'elle va voter cet amendement, c'est la possibilité pour le Trésor la Banque d'Algérie va en fait racheter des créances au système bancaire qui sont en définitive en fait, des créances du Trésor pour permettre de refinancer l'économie. Tout à fait. Voilà, c'est un gap entre les ressources et les besoins. Le pays ne peut pas freiner d'un coup la croissance, le développement et la croissance. On maintient cela. La période, il dit 5 ans. C'est un peu long, à mon avis. Vous auriez préféré 3 ans? Moi, j'aurais préféré 3 ans, encore une fois, en tant qu'analyste économique, pas en tant qu'enseignant. 3 ans parce qu'il faut rapidement que la machine qui permet de relayer un financement monétaire par un financement réel réagisse. Si on laisse trop de temps, si les acteurs économiques ont un peu d'espace, ils vont un peu... On ne gère jamais mieux que sous la contrainte. Voilà. Et donc, ça, c'est un financement. Attention, il ne faut pas penser qu'on ouvre la vanne et tout se couvre. Je l'ai dit, c'est un financement conjoncturel, exceptionnel, qui a une durée limitée. 2, la Banque d'Algérie a un rôle historique important. Parce que la Banque d'Algérie, non seulement la Banque centrale dans les autres pays, non seulement elle est responsable en même temps de veiller à ce que le niveau de l'inflation ne soit pas élevé. Donc elle va avoir un couloir un peu serré. Mais je connais c'est Mohamed Loukal avec ses équipes, il va certainement gérer cela et donc prendre tous les garde-fous, toutes les dispositions pour que ce corridor ne s'enflamme pas. Troisièmement, mettre en même temps, et c'est ce que j'ai lu du discours et de la position de Cheikh Mountaga à travers lui, le gouvernement et les autorités, c'est qu'en même temps, d'ailleurs même dans la loi, les deux y sont. Un financement non conventionnel couplé à une hizma de réforme économique. Et c'est sur laquelle il faut zoomer. Alors, la décision de financement, il faut pas la subir, il faut la gérer,
Mais c'est surtout sur les réformes structurelles qu'il faut y aller. Monsieur Ben Khalifa, vous le sentez, tout le monde le sent, il y a une montée de la panique vis-à-vis de l'inflation. Les gens ont peur que le dinar perde beaucoup de sa valeur et donc il y a une pression sur les devises, etc. Et il y a des économistes qui disent inflation à 2 chiffres. Je crois même qu'il y a eu quelqu'un qui a dit inflation à 3 chiffres dans les prochaines années. Et M. Yahya, pour rassurer l'opinion, pour rassurer les députés, pour obtenir un vote positif, a évoqué le recours à ce mécanisme dans d'autres pays, des pays matures, les États-Unis, le Japon, l'Europe. En cours encore actuellement, la BCE européenne et la Fed américaine continuent de faire du quantitative easing, c'est-à-dire de racheter des créances au système bancaire et au trésor américain. Là-bas, ça n'a pas provoqué d'inflation. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison et dire que si ça n'a pas provoqué d'inflation là-bas, ici aussi, ça n'en provoquera pas? Il n'y avait pas d'inflation du tout. Ça a évité la déflation. Oui, les taux d'intérêt sont négatifs là-bas. C'est vrai qu'il faut regarder à gauche et à droite, mais les situations économiques sont toujours des situations dans lesquelles il y a 50% de théorie économique et 50% de réalité économique. Et donc, le financement non conventionnel, tel qu'on l'appelle, par définition, il est non conventionnel. Donc, le conventionnel, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on met du non conventionnel, il ne couvre pas le conventionnel. Le conventionnel, c'est la machine traditionnelle, c'est le rôle des banques dans la bancarisation, c'est le rôle des banques dans l'inclusion, c'est le rôle de la Banque d'Algérie de veiller à ce qu'il y ait une fluidité de capitaux sur le plan interne et sur le plan externe pour que ce financement non conventionnel reste plus une parenthèse qu'une thérapie structurelle. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a décidé, il faut l'encadrer. Parce que vite, il peut aller au-delà. Et actuellement, ce que je suis stressé un peu, c'est l'irtibak, les jamas. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'informations dans tous les sens. Tout le monde parle de... C'est un sujet spécialisé. Et donc, il faut beaucoup de TDA, comme on dit en arabe. Il faut que la communication... Donc, vous dites qu'il n'y aura pas d'inflation galopante. Jamais. Nous ne sommes pas dans la situation de la Turquie qui avait une inflation. Nous ne sommes pas dans la situation d'autres pays qui sont plus petits que nous. Nous avons une couverture. La comparaison la plus forte, c'est quand même le Venezuela. Jamais. Et en économie, je vous rappelle que la crise de 2008, 50%, c'est la furie, c'est la panique qui a pris les marchés. Il ne faut pas que cette panique nous touche. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'une table ronde de communication institutionnelle s'installe. Je pense que la Banque d'Algérie devrait rassurer. Je pense que les banques devraient rassurer. La communication institutionnelle, c'est pendant ce moment-là qu'il faut qu'elle rassure. Ceux qui disent qu'il y a un vrai risque inflationniste, ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est des analystes économiques froids. Ils disent ailleurs, en 2 mots, oui. Les émissions de la Fed, de la Banque centrale européenne ou de la Banque centrale japonaise ont été absorbées par le marché financier. Ça n'a pas été dans la poche de l'État. Et on n'a pas distribué des salaires avec ces émissions-là. En Algérie, on sait que ça va aller chez le Trésor et ça va aller pour soutenir, d'ailleurs c'est le Premier ministre qui le dit, ça va aller pour soutenir des salaires qu'on ne pourrait pas payer autrement. Et donc, on est quand même sur un sentier inflationniste. On n'est pas dans le cas de ces pays. L'inflation, elle est grande lorsqu'on anticipe beaucoup. Lorsqu'on anticipe et on annonce une inflation. Déjà, il y a des démarches stibaqiyya, comme on dit en arabe, des démarches anticipatrices. De gens qui font les prix, de gens qui font le marché parallèle. Alors, il ne faut jamais qu'on anticipe dans le négatif. On n'est pas déjà dans ce scénario, monsieur? On a commencé hier. Et c'est pour ça que je dis il faut que la communication je le dis en tant que citoyen, la communication institutionnelle doit prendre le relais. Attendez, on a commencé hier, c'est quand même monsieur le Premier ministre qui l'a déclenché avec son retour lourd sur cette incapacité à payer les salaires. Je ne focalise encore une fois les salaires des fonctionnaires. Les fonctionnaires, on en a 2,5 millions, et il y a 40 millions d'Algériens. Donc l'économie et le budget fait l'économie, mais ce n'est pas le seul. Et donc, j'en appelle à un peu moins de panique, un peu moins d'informations dans tous les sens. Et c'est pour ça que la communication institutionnelle, nos amis de la Banque d'Algérie, nos amis des banques, avec les pouvoirs publics, devraient faire cette table ronde de communication pour plus d'apaisement. Apaisement. Nous ne sommes ni en Zimbabwe, ni au Venezuela. Je rappelle que l'Arabie saoudite s'est endettée pour financer une partie de son déficit. Elle n'en a pas trouvé un tabou. Le financement non conventionnel, s'il demeure seul pour longtemps, est un grand risque. Alors, ce n'est pas seul,
c'est une médication. Alors, je vous pose qui une peut question être, très précise, M. Ben Khalfa. La Banque d'Algérie, c'est vous qui le dites, la Banque d'Algérie est au cœur de ce dispositif aujourd'hui, est au cœur de ce dispositif. Dans l'exposé des motifs de l'amendement de la loi Monnaie et Crédit, il est dit que ce financement non conventionnel devait être canalisé pour rembourser l'emprunt national, celui-là éventuellement des suivants, et puis pour financer les opérations, le gap qu'il y a entre les tarifs pratiqués par les producteurs de commodities et la subvention publique pour subventionner ces commodities qui sont soutenues. Est-ce que vous pensez que la Banque d'Algérie a la possibilité de vérifier que ces émissions vont réellement aller à cela et non pas à financer juste le budget de fonctionnement? Oui, parce qu'elle finance des titres. Et les titres, on sait quels actifs ils ont financés. Il y a des labos, il y a une matrice, il y a de l'ingénierie. Il ne faut pas insulter l'intelligence nationale. Non, j'ai un peu des doutes sur l'indépendance de monsieur Loukal. J'ai un peu des doutes sur la capacité de monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie, monsieur Mohamed Loukal, à résister à l'injonction politique. Abadan. Vous n'avez pas tenté... Encore une fois, je vous dis, il y a de l'intelligence, il y a de l'ingénierie. Le comptoir du refinancement vient de s'ouvrir. Le comptoir du refinancement, c'est acheté aussi, mais c'est acheté à des prix de marché, à 3,5. Donc le maillage peut bien se faire avec les équipes en place. Il ne faut surtout pas que ce maillage soit trop lâche. Il faut qu'on continue à avoir des garde-fous solides. Maintenant, dernière question sur ce sujet, des garde-fous solides. Il nous faut des garde-fous solides, c'est votre expression. Est-ce que ce qu'annonçait M. Ouyahia, cette instance qu'il va créer sous l'autorité du président de la République qui est supposée évaluer la conduite de ce financement non conventionnel, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est réellement un garde-fou? Moi, je ne l'ai pas lu comme ça. Hein. Moi, j'ai lu, j'écoute avec beaucoup de soin, beaucoup d'intérêt ce que dit Ouyahia, un homme politique doublé d'un connaisseur du terrain. Il a plus parlé d'une instance qui évalue la deuxième partie, qui sont les réformes structurelles, que d'évaluer le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel est entre les mains des acteurs financiers. Banque d'Algérie, Banque, Trésor, les rouages sont connus. Par contre, c'est l'autre, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire le rythme avec lequel on va faire les réformes structurelles, le rythme avec lequel on va avancer. Et dans les réformes structurelles, il y a des dossiers qui n'ont pas pu être ouverts, il faut qu'on les ouvre. Le dossier de l'informel, le dossier des subventions, le dossier du dinar, tout ça, ce sont des traitements structurels. Et j'ai cru comprendre, et j'ai compris comme ça, que l'instance évalue ce rythme. Parce que ce rythme doit être plus long, plus rapide, parce qu'il va falloir mettre la machine à produire des ressources saines, plus rapide que le contrôle du financement non conventionnel. C'est faux, de mon point de vue, de dire que le financement non conventionnel va être entre les mains de rouages autres que les rouages institutionnels, parce qu'il y a la loi qui met ça à la charge de la Banque d'Algérie, qui est responsable de la sécurité de la place, qui est responsable du niveau du financement, de l'inflation, mais qui est responsable aussi du refinancement de l'économie. On va supposer que M. Abdelrahman Ben Khalfa soit resté en fonction, parce que c'est important, c'est un fil conducteur, et qu'il aurait, on va dire, suivi cette trajectoire de déficit budgétaire et traitement du déséquilibre autrement que par le recours massif au financement non conventionnel. Alors, quelles sont les autres solutions, M. Ben Khalfa? Vous avez beaucoup insisté sur l'inclusion de l'informel. Oui. Est-ce que vous n'exagérez pas le gisement d'épargne qui existe dans ce marché parallèle? Non, ou cette économie parallèle. Il y a 3 gisements, en fait. Il y a un gisement de la bancarisation qui n'est pas simplement la bancarisation de l'informel, c'est la bancarisation de l'économie. Les ménages ont aussi de l'argent. Et dans l'informel, ne vous en faites pas, ce n'est pas un informel insignifiant. Et donc, bancariser l'économie, c'est la responsabilité des pouvoirs publics un peu, mais c'est la responsabilité du monde bancaire. C'est le monde bancaire qui traque. Quand j'étais aux affaires, je demandais aux banquiers d'aller taper aux portes, de ne pas attendre que le client, surtout les clients ressources, ils continuent. À la fois par leur catalogue de produits et par leur catalogue de ressources. Beaucoup de gens considéraient que le taux d'intérêt était haram. Le gouvernement, et j'en remercie monsieur le chef du gouvernement d'avoir été clair, les windows islamiques peuvent s'ouvrir. C'est un moyen de bancariser. Ceux qui s'en servaient comme alibi n'ont plus l'alibi. Mais les banques devraient, après-demain, ouvrir leur window. C'est prêt depuis un moment et ça ne s'est pas encore fait. Normalement, tout est en frigo.
Le signal étant donné, on y va. Il faut bancariser par les produits classiques, par les produits innovants, par la banque participative, par la banque islamique, par tous les moyens. Il y a des gisements, à la fois les ménages et le secteur informel. Il y a un deuxième gisement, c'est l'investissement direct étranger. C'est pour ça que vous allez en parler. Notre image actuelle, il faut la soigner parce que nous sommes éligibles à financement. Et le troisième gisement, c'est aussi l'inclusion fiscale. Il y a un quatrième. Fiscale, quel bilan vous faites? Quel bilan vous faites de l'opération que vous avez conduite avec cette possibilité de ramener les fonds? Bilan personnel. Vous dites qu'il y a eu 40 milliards, c'est 40 milliards de bilan dinars. personnel, mais nous sommes en 2017, l'année où il y a une inversion entre fiscalité pétrolière et fiscalité ordinaire. Vous savez que dans le temps, la fiscalité pétrolière était plus importante. Cette année, on a une fiscalité ordinaire plus importante. Nous sommes donc sur la voie de sortie d'une dépendance à la fiscalité Monsieur pétrolière. Belkhalfa, vous savez, vous et moi, que c'est pas parce que la fiscalité ordinaire a grimpé beaucoup, c'est parce que la fiscalité pétrolière a beaucoup baissé. Elle a évolué plus que la fiscalité pétrolière. Ceci étant, l'inclusion du secteur informel, c'est pour ça que c'est un grand dossier, est une inclusion qui doit nous permettre d'élargir l'assiette. Ce n'est pas un tabou. Monsieur Belkhalfa, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette opération de l'inclusion, de la mise en conformité fiscale qui permettait à des gens qui avaient des fonds informels de les ramener à la banque et de les déposer en payant 7% forfaitaire Ça seulement. ne devait pas rester seul. Dans le paquet, dans la huzma, que j'appelle, il y avait ça, il y avait la facturation, il y avait la diminution du cash, il y avait le passage à un dinar fortifié. C'est l'ensemble. En économie, on ne peut jamais tirer par un seul, faire une thérapie sur un seul. Il y avait d'autres mesures que vous vouliez lancer en même temps que celle-là. Non, le gouvernement devait. Oui, Moi, le je gouvernement, parle. oui, oui. Mais globalement, l'inclusion se fait par la facturation, se fait par la stimulation des capitaux, se fait par l'ouverture et la flexibilité bancaire, se fait par les procédures. C'est l'obligation, diminution, l'obligation du chèque, la diminution du cash. Parce que je vous rappelle que, encore une parenthèse, le financement non monétaire produit plus d'effets négatifs lorsqu'il est accompagné d'un emballement du cash que lorsqu'il n'est pas accompagné d'un emballement du cash. 10 sur 10 transactions, s'il y en a 9 qui se font par cash, le financement monétaire fait plus d'effets négatifs que lorsqu'il y a 9 qui sont payés par... Et donc, la bancarisation continue. Les règlements électroniques ont poussé un peu, mais nous n'y sommes pas. Il n'y a pas de choc de ce côté-là. Il n'y a pas de choc. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de contrainte. C'est pour ça que le financement monétaire, je l'ai dit, je continue à le dire, je connais beaucoup de mes amis dans les banques, c'est pas que le financement non monétaire crée une espèce de calme. Il faut qu'on continue à travailler sous la contrainte. Bancariser, ouvrir l'économie, les règlements électroniques, les produits nouveaux, etc. etc. Je ne suis pas favorable... Si je descends à mon agence CPA tout de suite, là, je vais citer CPA, c'est une banque publique. Ouais. En ce moment, on ne va rien me proposer au guichet. Je vais vous dire ce qu'on va... L'emprunt national est fini. La mise en conformité, en supposant que j'ai de l'argent du cash à la maison que j'ai jamais déclaré, je ne peux pas le déposer, l'opération est terminée. Si je veux acheter des titres en bourse, il n'y a pas d'introduction, on va en parler tout à l'heure, c'est mort. Il ne faut pas que le financement monétaire donne une aisance à tous ces acteurs. Mais voilà, mais on est au jour d'aujourd'hui, c'est le calme plat. La reprise peut bien se faire, et donc c'est pour ça que dans ce que dit le gouvernement, ce que dit Syria, je regarde plus le deuxième élément, et il a toujours parlé du financement non conventionnel accompagné d'une vitalité de l'économie. Dans la vitalité de l'économie, moi je vais plus loin, parce que vous dites le CPA, ça, vous auriez pu dire le BNA, c'est la gouvernance publique qui doit sortir. La gouvernance publique ne sort que lorsqu'on fait des partenariats technologiques, et donc j'en rêve à ce que demain, les grandes entreprises publiques, les grandes entreprises, vous êtes à côté d'Aragérie, c'est une grande entreprise publique, je parle de Considère, je parle de Sénégal, je parle à ce que la gouvernance publique quitte le terrain progressivement dans la huzma des réformes, et pour quitter, il faut qu'il y ait des capitaux. On ne quitte pas lorsqu'on n'est pas membre du conseil d'administration, donc les partenariats capitalistiques d'ouverture du capital sont un élément de thérapie de demain. On va y arriver. Alors le financement du déficit, il y a une recette classique que les gouvernements algériens ont connue avant l'ajustement structurel de 1994, c'est la dévaluation du dinar. Ça permet d'avoir une contre-valeur en dinar importante de la fiscalité pétrolière, de réduire le déficit, et puis surtout, ça permet de réduire également le déficit de la balance commerciale parce que ça renchérit les importations. Il y a le FMI qui continue à dire que le dinar est surévalué. Il y a des économistes algériens qui le disent. Vous en pensez quoi, M. Belkhalfa? L'ajustement de la parité du dinar est fait pour des raisons économiques, pas pour des raisons conjoncturelles.
le dinar, tout le monde le sait, est indirectement, dans sa parité externe actuelle, par rapport à la compétitivité de l'économie, est actuellement subventionné. Le taux est subventionné, comme le lait est subventionné. C'est mauvais, c'est autre chose. Mais il est subventionné, il fait partie de subvention. Effectivement, pour l'équilibre des marchés, il ne faut pas non plus enflammer le pays par une inflation importée. Mais progressivement, il faut qu'on ramène la parité du dinar à une réalité économique au moins à 80%. Et donc l'ajustement qu'il fait, ce n'est pas pour avoir plus de dinars. Chemin faisant, on fait plus de dinars. Mais l'ajustement permet à la parité. Je vous rappelle que les marchés fonctionnent avec une vérité des prix, une vérité des taux d'intérêt, une vérité des salaires et une vérité du taux de change. Lorsque ces 4 éléments ne sont pas à des niveaux proches de l'optimum économique, il y a du désordre. C'est ça. Il y a du désordre. Il y a du désordre d'un côté, il y a des niches. Le taux de change n'est pas près de l'optimum. Ce matin, l'euro est à 133. Officiellement, il était à 100 il y a quelques années, il y a quelques mois seulement. Il est proche, mais en même temps, on ne traque pas simplement une parité à l'optimum. On ramasse des ressources qui permettent de rebondir. En matière économique, il ne faut pas simplement réprimer des choses. Il faut en même temps créer les conditions pour que des ressources, des Algériens, des partenaires puissent de nouveau aller du budget vers le marché. Mais il s'est passé quand même quelque chose, on va s'arrêter quelques secondes dessus parce que c'est quand même très important. On parle du dinar, c'est par le dinar que notre rapport à l'étranger se construit et s'établit. Et il y a eu la première réaction au contre-choc pétrolier, il faut le reconnaître, c'est M. El Ksassi, gouverneur de la Banque d'Algérie, qui l'a assumé en laissant le dinar se déprécier durant l'année 2015. Et à partir de juin 2016, on s'est rendu compte qu'en fait, avec l'arrivée de M. Loukal, il y a eu un arrêt de cet alignement du dinar sur la déflation de nos réserves de change, parce que c'est un peu cela. Est-ce que vous considérez qu'on a perdu aussi une année en cessant d'aligner le dinar sur la vérité économique de l'Algérie? Non, tous les pays ajustent par rapport à des parités internationales, parce que vous avez aussi beaucoup de perturbations, beaucoup de fluctuations entre les monnaies sur le plan national. Il y a une guerre des monnaies qui s'est installée depuis la crise. Mais vous avez la réalité économique et donc l'ajustement se fait en fonction de cela. Laisser déprécier le dinar, on n'est pas passé au flottement. Je vous rappelle que lorsqu'on passe à un flottement frontal, qu'on laisse, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on y ira un jour? Moi, je suis favorable d'y aller dans quelques années. Parce que nous ne pouvons pas subventionner éternellement. Il faut que le marché des changes devienne un marché, pas simplement un ensemble de préceptes et de règles. Alors, le dinar, maintenant, il est proche d'une réalité économique. On continue, la Banque d'Algérie continue à le gérer avec beaucoup de doigté. C'est reparti. Avec beaucoup de doigté, je l'avoue. Mais il faut jamais regarder dans le mois. Il faut regarder dans la durée. Nous regardons dans les 2 années, 3 années. Il ne faut pas regarder aujourd'hui et demain, parce qu'il peut y avoir... Donc, dans la durée, quand vous voyez la courbe du dinar, c'est une courbe qui est suffisamment bien gérée. Et il y a eu des pays qui ont eu des chutes plus importantes, ou des... Le rouble, par exemple. Non, mais Girana, quoi. Même Girana, même les pays qui ont connu ou le printemps ou l'hiver arabe, ça dépend comment... Non, je compare avec des pays qui ont subi le contre-choc pétrolier et qui ont laissé... Et dont la monnaie a subi le choc de manière plus forte. Et donc, le dinar, actuellement, il faut éviter qu'il soit la victime d'une panique. Parce que moi, je suis favorable à regarder l'informel et le formel. Parce que l'informel aussi fait des indicateurs économiques. Donc, je regarde aussi. Bien sûr. Et j'ai été partisan que même les services statistiques devraient un jour regarder l'informel, créer dans le système statistique quelque chose qui regarde l'informel, parce qu'il faut partir de l'Algérie, c'est pas offshore. Donc regardez le marché parallèle, il faut continuer à le regarder. Il ne faut pas qu'il reflète une panique, mais la gestion de la parité continuera avec la même pondération par la Banque d'Algérie, mais ne pas attendre que la Banque d'Algérie corrige. C'est l'économie qui corrige la parité. Ce n'est pas la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie photographie une situation. Elle est là pour dire, voilà, votre compétitivité n'est pas aussi forte, je ne peux pas augmenter la valeur du dinar, mais la Banque d'Algérie ne fait pas la valeur du dinar, c'est l'économie. Attendez, vous avez dit au début de votre réponse, M. Ben Khelfa, que pour le moment, le dinar continue à être subventionné. Et donc la Banque d'Algérie, elle a un parti pris en acceptant Parce que la Banque d'Algérie n'est pas une banque offshore, parce que si on libère complètement le niveau du dinar
comme si le marché était libre, l'inflation gonflerait. Donc, dans la durée, quand je vous dis dans la durée, c'est regarder sur 4 ans, sur 5 ans, la parité du dinar est ajustée pour que les dégâts d'un flottement ou d'une dépréciation trop forte ne se reflètent sur l'état de l'économie. Et nous avons eu une gestion pondérée, le FMI l'a salué. Alors, le FMI a quand même, dans son rapport d'avril dernier, pointé le fait qu'une partie de l'ajustement aujourd'hui est portée par les efforts budgétaires, c'est notamment les restrictions au niveau du budget d'équipement, et a pointé le risque que la croissance en pâtisse. On est dedans déjà. Il y a beaucoup d'entreprises du secteur bancaire, du secteur de bâtiments qui ne sont plus payés, dont les travailleurs ont été mis au chômage. Et le FMI, je finis, je pose la question, le FMI préconise que l'ajustement algérien marche sur les deux pieds, c'est-à-dire de la restriction budgétaire, mais aussi de l'ajustement du taux de change. Et il trouve que de ce côté-là, les choses se sont arrêtées. On peut dire que ça a repris. Une fois, nous sommes dans la sphère financière. Il faut quitter un peu la sphère financière parce qu'on n'ajuste pas, on ne corrige pas, on ne rebondit pas uniquement sur la sphère financière. La sphère financière, on a, même dans le monde entier, les instruments financiers cessent lorsque l'économie réelle ne répond pas. Allons-y à l'économie réelle. C'est l'économie réelle dans laquelle les thérapies sont l'économie réelle, monsieur Ben Khelfa, ancien ministre des Finances, vous connaissez en particulier votre expertise, même si elle est plus micro, quand tourne autour des marchés financiers. Le Premier ministre s'attend bien à proposer de relancer le marché financier en Algérie. On a perdu beaucoup de temps là aussi. Alors, relancer, est-ce que vous êtes partisan d'une relance des privatisations en passant par la bourse? Moi, je ne parle pas de privatisation, je parle des partenariats capitalistiques et de la consolidation des capitaux propres. Nos entreprises sont sous-capitalisées, nos banques sont capitalisées, mais avec une seule nature de capitaux. Donc, c'est vrai, relancer les privatisations, pas les partenariats capitalistiques, Sharakat, Rasmalia, les relancer à vaste échelle. Et ça, les partenariats, c'est pas vendre. Monsieur Belkhelfa, ça suppose, on va appeler les choses comme il faut. C'est peut-être pas des privatisations parce que dans le tour de table, c'est l'actionnaire public qui va rester majoritaire, mais c'est quand même, ce sont des ouvertures de capitaux, de capital des entreprises. C'est un élargissement des capitaux. Vous voulez pas utiliser le mot ouverture? Non, parce qu'il est porteur, les gens se cambrent dessus. Pourquoi se cambrent dessus? Y compris nos amis de l'UGTA. Là, ce sont mes amis, moi je suis un citoyen qui regarde. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez refinancé des entreprises publiques pendant votre... je ne vais pas parler de mon expérience, mais c'est... Vous avez refinancé des recapitalisé des entreprises publiques. Quand les entreprises publiques sont dans une gouvernance publique orientée plus vers une efficacité sociale que vers une efficacité économique, il y a nécessairement de l'assainissement de bout de chaîne. Quel que soit le mode de gouvernance doit changer. Alors, le mode de gouvernance doit changer. Il ne faut pas que nos entreprises de 2011 restent dans les mêmes conditions que les entreprises de 1990. Et donc, les ouvertures de capital, c'est en même temps l'ouverture à des technologies supplémentaires, à des networks, à une gouvernance renouvelée. Nous avons besoin d'ouvrir nos capitaux, les capitaux de nos entreprises publiques, pour une gouvernance meilleure. Et le pays a plus besoin d'une gouvernance et d'une ouverture que de ressources. Oui. Alors ça c'était vrai avant. Il y a eu ce retentissant échec de l'ouverture de l'augmentation de capital de la cimenterie de Ain Kbira, qui a été analysé par le marché comme un signal selon lequel les investisseurs n'allaient pas mettre de l'argent dans des entreprises publiques. Et donc, est-ce que c'est ça qui a torpillé le programme des ouvertures de capitaux? La relance des marchés de capitaux est un mouvement d'ensemble. Zoomer une entreprise, c'est pas bien. La zoomer dans l'ensemble, et ensuite, il faut qu'il y ait 20-30 entreprises qui se portent sur le marché. Pourquoi ça s'est pas fait? De toutes catégories. C'est en même temps, et je ne parle pas simplement des sociétés publiques, je parle aussi des sociétés privées, nationales, internationales. Je souhaiterais un jour qu'Ooredoo, qu'un jour que Qataria, que Air Algérie se portent sur le marché. Les trois en même temps. Parce que ce sont des entreprises qui sont de tailles différentes, stratégies différentes. Et lorsque vous avez un paquet d'émetteurs de différentes tailles, les situations se renversent. La bourse ne travaille pas avec un titre. Ain Kbira est un point dans l'espace. Vous ne pouvez pas juger de cela. Les entreprises qui ont le niveau de capitalisation a bougé lorsque c'est un mouvement d'ensemble. Oui, mais... C'est pour ça que j'en appelle de tous mes voeux que la bourse reçoive 30 émissions d'un côté. Alors, ça nécessite... Il y avait un programme gouvernemental de votre temps avec de belles entreprises. On a parlé de Mobilis, Consider, CPA, etc. Qui devaient aller sur la bourse d'Alger pour faire de Sharaka Kmasmita avec du capital privé, partenariat avec pour rester dans un langage. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ça ne s'est pas fait dans un système d'attentisme mutuel.
le privé attend le public attend le privé. Les pouvoirs publics sont responsables d'un coup dur à donner, d'un signal fort, et en même temps, les gens qui sont dirigeants de ces entreprises ne peuvent pas compter sur l'endettement bancaire. Tout le monde fait la chaîne derrière l'endettement bancaire. L'endettement bancaire est arrivé à Vous êtes en ce train de dire niveau. que la résistance vient des managements publics qui ne veulent pas aller challenger le marché Les deux. Voilà. Le management C'est pas le public, politique. d'abord, il faut qu'il acquiert une possibilité de prise d'initiative. Est-ce que l'initiative, je pense qu'elle est limitée. La gouvernance publique est encore limitée. Et les managers privés qui sont devenus de grands groupes ne peuvent pas continuer à faire la chaîne derrière le CPA et la BADR. Et il y a de grands groupes. Nous avons une cinquantaine de beaux groupes qui sont même internationalisés. Il faut qu'ils se portent sur la bourse. Et la bourse elle-même et la commission de contrôle des bourses doivent faire sa mue. Parce que le marché ne s'éclate que lorsqu'il y a une taille critique. Biofarm وحدها, Alliance وحدها, c'est un non-événement boursier. Oui. Seul. Je ne suis pas en train de baisser la cote, mais je dis, allons-y avec des choses de taille importante. Et quand on va, vous parlez de privatisation, les privatisations n'ont pas donné de bons résultats ici, parce que nous avons privatisé uniquement les entreprises en dissolution. Il faut privatiser toute la chaîne, les meilleures, les bonnes, en même temps, les moins bonnes. Et il faut passer au rating. Il faut que les entreprises aient un rating de marché. Ces instruments, sa boîte à outils, maintenant nous avons la possibilité de la faire, que le pays s'engage officiellement dans les réformes, mais ce n'est pas la responsabilité simplement de la Banque d'Algérie et des pouvoirs publics, oui. C'est aussi la responsabilité des milieux d'affaires. Oui, alors, on a parlé du compartiment action à la Bourse d'Alger, on pourrait même faire une émission complète là-dessus, mais là n'est pas le propos aujourd'hui, on parle de la relance du marché financier. Il y a quand même le compartiment obligataire qui lui fonctionnait au début des années Bouteflika. Il y a eu des émissions réussies de son égard, des financements d'investissements qui se sont faits avec le marché obligataire. On se rappelle à l'époque de l'action de Strategica qui était l'entreprise qui introduisait, ou le cabinet conseil qui introduisait ces titres. Et aujourd'hui, au moment où on a le plus besoin de revenir à ce type de financement, on a l'impression que la machine est en panne. Et c'est essoufflé. C'est essoufflé d'abord parce que... Il s'est essoufflé, il a disparu. Hein. Pratiquement, c'est un terme plus diplomatique. Pour trois raisons. D'abord parce que les émissions, on n'a plus de nouvelles émissions de nous. Deuxièmement, parce que le rôle, parce qu'on n'a pas eu des SICAV, ce n'est pas seulement les banques qui font la liaison entre les épargnants et les boursiers. On n'a aucune société de conseil en bourse, on n'a aucune société de courtage. Les seuls SICAV qui ont été créés ont été atteints. Les banques sont déjà sous une pression de crédit. Ils ne peuvent pas faire un intermédiaire d'opération de bourse. Moi, je suis partisan de l'ouverture au privé de courtiers en bourse. Et troisièmement... Vous n'avez pas eu le temps d'introduire cette réforme, M. Ben Khelfa? Vous étiez... Oui, non. Vous n'avez pas eu le temps de l'introduire? Personnellement, je n'ai pas eu, mais j'ai caressé cet espoir un jour qu'on ait de grandes sociétés qui aident les Algériens qui ont des sous, des petits sous, des moyens sous et des grands sous, à aller en bourse. Les banques n'ont pas pu jouer ce rôle. Il y a un dialogue de sourds entre les banques et les émetteurs. Et on dit que la bourse fait perdre plus qu'elle ne fait. Alors je vous posais une question frontale. Est-ce que finalement, quand vous évoquez beaucoup les bourses, est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base de structure de l'offre bancaire en Algérie? Elle est dominée encore à 80% par les banques publiques et on voit toute l'inertie qui vient de ce... L'offre financière, en fait. Parce que l'offre financière Est-ce qu'il ne faut pas privatiser tout simplement des banques? Non, il était question de privatiser CPA. Il faut un partenariat technologique, une ouverture de capital à l'évidence pour que la gouvernance change. Il y a beaucoup de compétences dans les banques, mais la preuve, l'initiative sur le plan du marché est encore limitée. Depuis longtemps, on attend un enrichissement du catalogue des produits, on ne l'a pas encore, mais j'en appelle aussi aux banques privées. Ils sont partis aussi les banques privées aussi se sont installées dans des niches, peut-être, qui ne permettaient pas... Ça, c'est plus tellement vrai. Le commerce extérieur, on pouvait leur faire ce reproche, mais maintenant c'est terminé. C'est pas simplement un commerce extérieur, c'est aussi le crédit à la consommation. Je vous avoue, le crédit auto, on en a parlé plus du crédit auto que du crédit au PME. Je ne sais pas pourquoi, du reste. C'est bien que le crédit auto se fasse, mais le crédit auto, c'est 1% du chiffre d'affaires. Donc, il faut que le système se mette en place dans une vision d'ensemble. Un mot sur le Fonds national d'investissement qui a ingurgité beaucoup de capitaux, qui émarge au Trésor. D'ailleurs, on parle du financement non conventionnel pour également
poursuivre la recapitalisation du FNI qui est-ce que c'est pas le moment ma question est précise. Ma question est précise. Est-ce que vous c'est pas le moment de faire un bilan des précédents engagements du FNI pour savoir si on s'est pas un peu trompé avec Jay-Z, avec l'assureur AXA et les autres engagements, parce que au bout de 5 ans, on peut se poser des questions sur les retours sur investissement. Non, c'est sûr qu'il doit y avoir une évaluation. Mais le FNI, à l'avenir, c'est 2 FNI. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut 2 FNI. Il faut un FNI qui est un prolongement du Trésor, c'est normal. Mais il faut un FNI, Fonds souverain local, qui, lui, s'implante sur le marché avec les règles de marché. Et qui, demain, lorsqu'on lance... D'ailleurs, il y a un décret, il y avait une loi, il faut qu'elle se lance, j'en appelle tous mes voeux, sur les PPP. Demain, lorsque les grands ouvrages, BOT, BO, etc., nous sommes dans ce domaine-là, le FNI, Fonds souverain local, agirait sur le plan d'une ingénierie moderne. Il ne ferait pas de l'affectation, de l'allocation des ressources sur des bases autres que des bases de marché. Donc le FNI, à ma connaissance, c'est sûr qu'il va y avoir une évaluation, mais le FNI devrait se dédoubler rapidement. Rester uniquement dans le prolongement du Trésor, c'est sa fonction actuelle ? Oui, c'est sa fonction un peu actuelle. C'est ne pas enrichir le marché financier et le financement de marché qui est en siège. Oui, on finit cette émission, on a dépassé les 45 minutes, c'est toujours très passionnant avec vous, monsieur Abdelrahman Ben Khelfa. Merci. Quand même, on sent bien le fil conducteur de tout ça. Voilà, pour relancer la machine, pour que l'économie réelle, vous dites découpler, le budget, c'est vrai, il va mal, mais l'Algérie et les économies, c'est pas qu'un budget, c'est aussi l'économie réelle, le dynamisme du privé, l'attractivité, maintenir la machine de l'investissement. L'État a des commandes publiques, mais il faut faire apprendre à l'économie à vivre sans ces commandes publiques. Oui. Magistrale qu'il y a eu pendant. Distancier des finances publiques. Voilà. Mais pour faire ce gap-là, tout le monde est conscient qu'on a besoin des capitaux étrangers. Vous l'avez évoqué plusieurs fois pendant vos interventions. Oui. L'attractivité de l'Algérie, vous êtes d'accord avec moi, reste modeste sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les capitaux étrangers, pour changer de braquet par rapport aux IDE qui sont rentrés en berne depuis, on peut le situer, les courbes, le montre de Anima, depuis la loi LFC, 51-49, droit de préemption, etc. Nous n'attirons plus suffisamment de capitaux étrangers. D'abord, internationaliser notre image. Il faut un budget spécial pour que nous soyons portés par les grands faiseurs d'opinion au plan mondial. Je ne sais pas pourquoi Washington Post... Alors je vous pose une question directement. Il y a un monsieur, un homme d'affaires algérien qui est beaucoup présent à l'international, c'est monsieur Issad Rabrab, je ne comptais pas évoquer son nom, mais puisque vous en parlez, lorsqu'il parle à l'international, il est obligé de parler quand même des difficultés que lui pose le gouvernement algérien, qui le combat dans son pays. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne démarche ? Il ne faut pas focaliser, mais je pense internationaliser c'est le premier. Attendez, vous étiez ministre des Finances, c'est le premier souscripteur au budget de la DGI, de la Direction Générale des Impôts, en dehors des entreprises de son attraque. Donc vous ne pouvez pas traiter votre premier contributeur de cette manière-là. Tous les Algériens qui réussissent, il faut qu'ils continuent, tant mieux. Je vous ai dit avant qu'il y a des groupes importants, il y a une cinquantaine, une centaine qui émergent. Donc internationaliser l'image, la bonne image de l'Algérie. Nous n'y sommes pas. Nous sommes un peu trop tournés vers l'intérieur. Parce que c'est l'image qui fait l'attractivité. Deux, effectivement, on a besoin de faire encore un dépoussiérage de nos procédures et même une flexibilisation de la règle 51-49. La flexibilisation maintient la 51-49 dans les grandes entreprises, dans les sources stratégiques, libérer un peu. L'effort de libération à ce niveau-là va certainement être un élément d'attractivité. Les capitaux étrangers à la Bourse d'Alger ? Et d'abord mettre la bourse d'Alger à un niveau critique, à une taille critique, donc aller avec un groupe d'entreprises fortes, publiques et privées, et puncher la bourse, et en relation avec le régime de change, l'ouvrir dans une seconde phase. Mais avant, c'est réviser le régime de change. Parce que déjà, dans les flux de capitaux, j'en appelle à une révision des procédures. Il faut que les Algériens, notamment notre diaspora, j'en ai pas parlé, mais notre diaspora, tous les diasporas se tournent vers leur pays. Je ne sais pas pourquoi l'Égypte, le Maroc, le Liban travaillent beaucoup avec les fonds de leur diaspora. Nous avons quelques petits problèmes. J'en appelle à un couloir particulier vers la diaspora,
non seulement la diaspora en tant que telle, mais les capitaux de la diaspora, les épargnes de la diaspora. Et pour cela, il faut que la flexibilité avec laquelle on actionne des comptes de devises ici vers l'étranger et de l'étranger vers ici soit qu'on confère une grande flexibilité, une grande souplesse à ces Vous avez un chiffre mouvements de capitaux. combien on peut capter avec un dispositif attractif pour la diaspora? La diaspora d'abord a des épargnes. Les épargnes ailleurs sont sous-rémunérées. Vous savez qu'il y a des taux d'intérêt négatifs. On peut ici les rémunérer à un taux important. La sécurité est dans les pays d'origine. Partout maintenant on traque les fonds qui ne circulent pas beaucoup. Et troisièmement, il y a des investisseurs qui peuvent s'installer aussi. Beaucoup d'investisseurs qui ont, en venant la diaspora, ramène aussi son network. Demain, si on doit vendre nos oranges, il faut les vendre avec notre diaspora qui est implantée. Et donc, au-delà des 2 ou 3 milliards de dollars avec lesquels on peut commencer, c'est surtout le fait que c'est la jonction avec le monde extérieur, l'internationalisation de notre économie qui est encore un des plans de Monsieur salut. Une dernière question. Vous êtes arrivé au gouvernement, quand vous êtes arrivé, vous étiez identifié comme plutôt réformateur. Nous-mêmes, à Maghreb Émergent et Radio M, on parlait de votre action sous cet angle-là. Vous avez rencontré, il y avait beaucoup de mesures que vous aviez évoquées déjà au plateau de Radio M en janvier 2015, avant de devenir ministre. Sincèrement, est-ce que vous croyez qu'il y a une disposition à la réforme dans les équipes gouvernementales de votre gouvernement, sous M. Sellal, ou du gouvernement actuel? Actuellement, déjà, on commence par un langage de vérité. Ce que nous écoutons de Seyouhia, chacun peut le lire. Moi, je le lis comme étant un langage de vérité. Donc, de votre temps, il n'y avait pas de langage de vérité? La situation a poussé à cela. Ce que je souhaite en tant que citoyen, c'est que le régime des subventions, l'informel, l'inclusion, le dinar, le régime de change, tout ça qui est un paquet de choses à mener. Mais il n'y a rien sur ça dans le programme d'action du gouvernement. Si, dans le programme du gouvernement, si. Le barah, on écoutait Seyouhia parler des deux, même l'instance d'évaluation, c'est que ce deuxième paquet ne soit pas considéré l'exception. L'exception, c'est le financement non conventionnel. L'autre, le paquet des réformes, l'ouverture de l'économie, l'internationalisation de l'économie, c'est ça qui est l'essentiel. Il ne faut pas, je ne souhaite pas, je viens de retourner des lieux saints, j'ai levé le sien vers le ciel en disant que je ne souhaite pas que le financement non conventionnel se pérennise. Ça, s'il se pérennise sans garde-fou et sans qu'il soit demain compensé par une économie réactive, c'est ça qui peut faire du mal. Nous n'y sommes pas, je reste optimiste pour mon pays. Il faut éviter la panique, c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait une communication institutionnelle qui apaise. Nous avons besoin d'apaisement et nous avons besoin de ne pas inverser l'exceptionnel qui est le financement non monétaire avec le réel qui est l'économie qui a besoin d'être dopée de nouveau. Monsieur Bekhawa, vous n'avez pas répondu, mais c'est pas grave. Vous êtes convaincu que ce gouvernement peut réformer? Oui, pourquoi pas. Oui. L'équipe, d'autant plus que Seyouhia a connu toutes les conjonctures. Maintenant, il n'est pas seul. Il faut que le monde économique, il faut que le monde des affaires, il faut que les banques... Ce que j'en appelle, c'est plus que le gouvernement se mette ça au même pied d'égalité, que la Banque d'Algérie préserve l'économie, mais que la libération de l'économie se fasse. Libération des capitaux, libération des réglementations, que le pays puisse aller vers les opportunités économiques dans des conditions meilleures et que la valeur se réinstalle. C'est pour ça que le dossier des subventions est un dossier prioritaire parce que non seulement il permet de faire une économie budgétaire, mais demain, le prix, le taux d'intérêt, le taux de change et les salaires reviendront à la vérité économique. Et c'est ça qui nous permettra demain de rebondir. Nous avons beaucoup de moyens pour rebondir. Nous sommes loin de pays qui sont coincés et qui ont des problèmes de liquidité et de solvabilité. Nous, pour le moment, nous avons plus de problèmes de liquidité que de solvabilité. Monsieur Abdelrahman Belkhelfa, monsieur ancien ministre des Finances, merci beaucoup d'avoir été notre invité du direct ce matin. Merci. Merci. Dans cette convivialité de Radio M. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.